Bienvenue dans notre podcast dédié au processus de scaling up et à la gestion des ressources humaines. Je suis Vincent Lefebvre, professeur à Audencia. Dans cette série, nous explorons les récentes évolutions du secteur du conseil et des pratiques avec les experts d'Amaris Consulting. Aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies de développement de l'entreprise, du rôle de l'intrapreneuriat et de la manière dont les politiques RH s'adaptent pour soutenir la croissance. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Petit, directeur à Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour partager votre précieuse expérience. Thomas, bienvenue dans notre podcast. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Bien sûr, donc je m'appelle Thomas Petit, j'ai 33 ans, je suis pas d'un petit garçon et bientôt d'un deuxième et ça va faire bientôt 10 ans en janvier que je travaille chez Amaris Consulting et j'occupe aujourd'hui le poste de directeur pour les entités de Lyon et Grenoble. Pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément Amaris Consulting, pouvez-vous présenter brièvement l'entreprise et souligner ce qui la rend unique dans le domaine du conseil ? Alors, Amaris Consulting fait partie d'un groupe qui s'appelle Mantoux, dont la raison d'être, c'est vraiment d'accompagner la transformation des projets de nos clients sur tous les pans de leur activité. Donc, principalement sur du consulting en technologie et en organisation, c'est ce qu'on fait chez Amaris Consulting, mais aussi sur de l'événementiel, du conseil aux dirigeants sur du leadership, sur de la transformation digitale via notre agence digitale, etc. Donc, voilà, une constellation d'une dizaine de marques complémentaires des unes des autres et dont Amaris Consulting est une marque entre guillemets phare puisque on fête nos 17 ans cette année. Le groupe a 17 ans et Amaris Consulting fête ses 17 ans également cette année. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? Qu'est-ce qui vous a amené chez Amaris Consulting et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre peut-être l'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que je suis issu d'une formation d'ingénieur et j'ai fait un double diplôme. J'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme avec Audencia, justement. Donc, je fête les 10 ans cette année. Et en fait, c'est extrêmement important pour moi de trouver un premier job et qui, au final, a évolué, mais je suis toujours dans la même entreprise, qui m'a permis d'allier ces doubles compétences, à la fois baigner dans des enjeux scientifiques et techniques, tout en ayant plutôt des tâches orientées sur du management, du commerce, de la négociation, des ressources humaines et la gestion d'une entreprise au sens plus large. Et en fait, Amaris m'a donné cette opportunité. Pourquoi j'ai rejoint Amaris en début 2015 ? J'ai senti énormément de confiance dès le départ, dès les premiers échanges pour des premiers entretiens. On m'a fait comprendre que je pouvais vite avoir des responsabilités. C'est chose que je recherchais aussi. Et promesse tenue, très rapidement. Dès les premières semaines, les premiers mois dans l'entreprise, j'ai senti ces responsabilités et puis cette possibilité d'évoluer rapidement. Effectivement, ça fait depuis 2020 que je travaille à la direction du bureau de Lyon. En 2014, il y a 10 ans, je n'aurais jamais cru. Donc, c'est ces opportunités-là aussi qui m'ont projeté, permis d'évoluer. Et puis, évidemment, je parle de l'équipe, de cette dynamique. C'est un groupe qui est, comme je le disais tout à l'heure, assez jeune. C'est quelque chose qui se ressent au quotidien et en plus de ça, sentiment d'avoir un vrai impact sur les projets de nos clients. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai l'impression d'avoir encore 10 ans à donner. Si on revient un peu sur votre fonction actuelle chez Amaris Consulting, est-ce que vous pouvez nous en brosser un petit peu le portrait et puis peut-être nous apporter une journée type comme référence ? Ok. Alors ce qui est génial dans ce job, c'est qu'effectivement il n'y a pas vraiment de journée type. On va dire que ma mission principale, elle tourne autour de, je dirais 3 axes. Le premier, c'est d'assurer que mes équipes, consultants, mon équipe staff, puis toutes les gouvernances qui nous accompagnent au quotidien, aient les moyens de performer. On va dire que leurs problèmes deviennent mes problèmes. Et mon rôle, c'est de résoudre ces problèmes et de fluidifier, de faciliter au maximum leur quotidien. Le deuxième enjeu, et c'est également tout aussi important, c'est la satisfaction de nos clients, bien sûr. Et puis le troisième, c'est la rentabilité de cette activité. On a la chance d'être indépendant financièrement, ce qui implique aussi d'autres contraintes sur notamment la gestion du cash, mais cette flexibilité nous permet de prendre l'initiative et je pense qu'on y reviendra après sur l'entrepreneuriat, mais c'est le point de départ qui nous permet d'avoir aussi cette politique RH. Donc, désolé, je botte un peu en tout sur la journée type, mais globalement, elle se constitue on va dire plutôt une semaine type, se constitue de quelques réunions internes et de pilotage bien sûr, mais beaucoup de réunions avec nos clients, beaucoup d'entretiens avec des candidats. C'est extrêmement important de rencontrer les talents qui feront le Amaris de demain. Et puis, oui, effectivement, des ateliers pour définir nos stratégies, du pilotage
Et puis, oui, comme je le disais en introduction, dans une idée de fluidifier et de faciliter le quotidien de mes équipes. Donc, c'est beaucoup d'accompagnement sur le terrain. Je suis très proche des opérations. C'est ce qui m'a permis d'évoluer et je pense pas les quitter de sitôt. Vous parliez de l'évolution, mais du coup, quelles ont été un peu les différentes étapes de votre évolution professionnelle et aussi peut-être les mettre en perspective avec est-ce que ces étapes sont liées au développement même d'Amaris? Alors effectivement, tout est lié et l'évolution chez Amaris Consulting est liée à la méritocratie. C'est clairement la performance qui fait foi chez nous. On a la possibilité de se tromper. On a énormément de coaching à disposition, une académie interne qui nous accompagne. En revanche, c'est vraiment les faits d'armes et les succès qui permettent à tout à chacun d'évoluer. Ça s'est plutôt bien passé pour moi en termes donc effectivement, j'ai pu démarré chez Amaris Consulting en stage, que j'ai transformé en CDI. Au bout de 2 ans, j'ai eu une promotion en tant que senior manager, donc une casquette supplémentaire de coach. 1 an plus tard, je devenais ce qu'on appelle department manager, donc responsable d'identité chez nous et à Lyon. Et j'ai réussi, en tout cas, travailler main dans la main avec 2 personnes pour pouvoir ouvrir le bureau de Grenoble en manageant à distance. Je faisais pas mal d'allers-retours, ce qui nous a permis de lancer l'activité grenobloise. Et puis, depuis 2020, comme je le disais, je suis à la direction des opérations pour m'assurer des 3 axes dont je vous parlais plus tôt. Voilà. Donc, ces évolutions sont effectivement liées à de la performance, à de la croissance, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que d'effectifs et du coup de prestations avec nos clients. Et puis, liées aussi à des diversifications, donc géographiques avec Grenoble, mais aussi sur des diversifications d'activités, puisqu'on intervient sur différents pans des industries de nos clients, en IT, en télécom, sur l'industrie pharmaceutique et sur l'ingénierie un peu plus industrielle. Et c'est cette diversité d'activités, couplée à la diversité géographique, qui nous a permis d'avoir, d'une part, la taille qu'on a, et c'est le cas à l'échelle du groupe, mais c'est aussi le cas plus localement sur l'entité lyonnaise. Le marché évolue rapidement, notamment avec l'essor de l'IA. Comment Amaris adopte-t-il l'IA pour rester compétitif et comment cette évolution technologique a-t-elle affecté la stratégie Scaling Up? Ok. Alors, on a la chance d'avoir un patron fondateur, Olivier Bouran, qui a pris ce virage dès le départ. Et la chance qu'on a, c'est qu'il nous a mis à disposition du coup beaucoup d'outils, des équipes dédiées, des outils d'IA qu'on le connaît, qu'on a réussi à adapter à nos usages quotidiens. Et ces moyens-là nous ont permis de créer des cas d'usage d'une certaine manière, chacun à nos échelles et dans nos problématiques respectives. On a la chance d'avoir un groupe qui, dès le départ, avec des équipes distribuées dans le monde entier, a réussi à travailler sur beaucoup de synergies, beaucoup de partage des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, les bonnes pratiques de l'IA sont très partagées en interne, au point que on s'est très vite rendu compte que qu'on avait été en avance par rapport à nos clients. Et de ce besoin qu'on avait en interne, on a réussi à en créer une opportunité en externe en allant proposer nos services et nos offres sur l'intelligence artificielle à nos clients, aussi bien sur de l'évangélisation de bonnes pratiques que sur l'intégration d'outils, voire même la transformation de certaines activités. Donc effectivement, on a la chance d'embrasser l'IA, je pense, de la bonne manière, en tout cas dans le bon timing. Il commence à impacter notre évolution, notre croissance. C'est difficile de le mesurer. Ce qui est certain, c'est que on arrive aujourd'hui à piloter et à mesurer les gains de temps et les gains de production réalisés chaque mois grâce à l'IA. Et en fait, mis bout à bout, on arrive du coup à proposer des cahiers des charges différents, en tout cas des tâches adaptées en fonction des gains de productivité réalisés. Et c'est aussi du coup une preuve que comme on l'a fait pour nous, qu'on pourra le faire pour nos clients. Et voilà, l'aventure est en route et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Chaque manager chez Amaris est responsable de la gestion administrative, financière de son unité. Comment vous assurez que les managers sont bien équipés pour faire face aux pressions de l'expansion et quel rôle jouent-ils dans la croissance de l'entreprise? Alors, dans notre business model, les managers sont pour moi une espèce de clé de voûte, presque un poumon pour Amaris Consulting, dans le sens où c'est eux qui amorcent la pompe au départ sur le développement commercial et la manière dont ils vont aller développer des opportunités chez nos clients. Et de l'autre côté, c'est les managers aussi qui sont la première vitrine et qui se doivent d'être le plus attractifs possible pour les talents, donc pour les consultants qui vont rejoindre nos équipes. Donc effectivement, les managers et la performance des managers est clé dans notre croissance. C'est pour ça qu'on est extrêmement exigeant aussi bien sur
le recrutement, la formation et la performance de ces managers. Et pour répondre à la première partie de la question, comment on s'assure qu'ils sont bien équipés? Deux choses. Tout le monde dans l'entreprise et particulièrement les managers, tout le monde a un coach, un senior manager ou un coach qui est le department manager et ainsi de suite, qui se doit d'apporter du coup un coaching avec. On va coacher par l'exemple. Chez Amaris, on va toujours montrer à nos équipes, s'assurer qu'elles sont autonomes en faisant ensemble, puis ensuite on contrôle l'autonomie. Donc théoriquement, on ne demandera jamais à personne de faire une tâche qu'on ne lui a pas déjà. Donc ça, c'est le premier levier. Et puis on s'appuie également sur une académie qui est très forte, elle nous accompagne au quotidien, partager les bonnes pratiques que doivent être celles d'un manager chez Amaris Consulting. Avec 7600 personnes dans 60 pays, comment Amaris s'assure-t-elle que les bons talents sont recrutés et retenus pour soutenir les ambitions d'expansion? Et quelle stratégie de recrutement a été essentielle pour trouver et gérer? On a fait du recrutement une force, un atout majeur. Quand on discute avec nos partenaires d'autres industries, effectivement, on se rend compte que le point le plus dur, c'est recruter. Pour plein de raisons, les marchés sont tendus, on a une pénurie d'ingénieurs en France, bref, tout un tas de critères. Donc, être attractif et attirer et fidéliser les meilleurs, c'est un vrai enjeu. On a une véritable exigence sur nos recrutements et on se posera toujours la question pendant le processus de recrutement, est-ce que la personne que je suis en train de recruter pourra me remplacer un jour ou pourra être directeur ou directrice? Et c'est avec ce prisme de lecture qu'on démarre chaque processus de recrutement. On a la chance effectivement de baigner dans un groupe multiculturel où effectivement la diversité et l'inclusivité sont voilà au cœur de nos process et de notre organisation. Donc on en profite, on capitalise dessus. Et c'est en recrutant les meilleurs, en fait c'est un cercle vertueux qui se met en place. En recrutant les meilleurs, on attire les meilleurs, etc., etc. Donc dans un contexte qui est parfois compliqué, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Ensuite il y a le volet de la fidélisation. Et sur la fidélisation, il y a plein de choses, bien sûr, qu'on met en place sur la fidélisation, du coaching, de la formation, de l'évolution. On en parlait via notre académie notamment. Le fait aussi qu'on soit un groupe qui soit dans une dynamique qui est plutôt sympa. On a effectivement une très belle croissance depuis 2007. Donc, je pense qu'il y a un côté, une aventure qui évidemment est intéressante. Une aventure humaine également. C'est avec encore une fois, une dynamique jeune, enthousiaste. On arrive à déplacer des montagnes. Et pour le coup, c'est pas juste une image. On a réussi des performances que très peu de nos concurrents imaginaient qu'on pourrait réaliser ces dernières années. Et puis, on a aussi des mobilités à proposer, des mobilités fonctionnelles. On a tout un tas de passerelles qui permettent d'aller tester d'autres métiers chez nous. Et des mobilités géographiques, parce que comme vous l'avez dit, avec 60 bureaux, près de 80 bureaux dans 60 pays, on a aussi la possibilité de nourrir celles et ceux qui voudront des aventures internationales. Au fur et à mesure qu'Amaris se développe, comment vous assurez-vous que les relations avec les clients restent solides et personnalisées? Y a-t-il des stratégies spécifiques que l'entreprise utilise pour maintenir un niveau élevé de satisfaction client parmi ces 1000 et plus clients à l'échelle mondiale? Alors, c'est un vrai enjeu, la relation client, d'autant plus que la compétition sur nos différents segments est très forte. Donc, comment tirer notre épingle du jeu? Alors, je ne pourrais peut-être pas dévoiler tous nos secrets commerciaux ici, évidemment, mais dans les grandes lignes, ce qui fait la différence, c'est l'intimité qu'on va pouvoir créer avec eux. Comment passer de fournisseur à partenaire. Et dans cette chaîne de valeur du partenariat, il y a plusieurs clés qu'on peut avoir. C'est l'expertise, c'est l'attractivité sur nos tarifs et sur la manière dont on va se positionner par rapport à des concurrents plus féroces. C'est aussi comment on va accompagner la transformation des modèles, comment on va prendre plus de risques, nous, de notre côté, pour nos clients, et comment on va interagir de façon plus proactive face à leurs enjeux métiers. Effectivement, on montera dans la chaîne de partenariat quand on arrivera à monter encore plus sur la partie métier et pas simplement avec une approche technologique, mais vraiment sur compréhension profonde des enjeux pour effectivement participer à leur revue stratégique et à leur levier de développement. Quelles sont les prochaines étapes, si vous les connaissez, pour Amaris en termes de développement? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, des nouvelles régions sur lesquelles se concentre l'entreprise pour le futur? Effectivement, un des enjeux qu'on va avoir, c'est de sécuriser et de solidifier nos positions. C'est incroyable et l'aventure jusqu'ici a été incroyable de
un peu prospecter tout azimut avec du coup une diversité d'interlocuteurs, de taille de structure, de clients, de typologie de clients. Maintenant, il faut qu'on solidifie nos positions avec, comme je le disais, de la transformation de modèles. Il y a des levées de croissance incroyables en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord également. On a de grosses ambitions sur le marché américain. La dernière ouverture de bureau, c'est Porto, au Portugal. C'est la dernière en date. Je pense qu'on en aura aussi à célébrer en 2025. Vous qui avez de l'antériorité dans l'entreprise, avant même que les modèles de développement et de croissance soient structurés, soient mis en place, quels auraient été les défis qui ont été en amont de cette phase où maintenant on sait comment les différentes, à peu près, comment un bureau se monte, comment les différentes régions s'ouvrent les unes après les autres? Quels auraient été les défis avant qu'on trouve la recette, et peut-être plus spécifiquement, quels ont été les obstacles? Alors, il y a eu de nombreux défis, de nombreux obstacles. Le premier, c'est qu'au départ, on nous connaissait pas. Que dans un marché extrêmement concurrentiel, avec de nouvelles structures, de nouveaux cabinets de conseil qui se créent chaque jour, il faut se faire une place. Et du coup, l'image de marque est primordiale. Donc, il a fallu se faire connaître. Il a fallu qu'on ait des bons ambassadeurs. Il a fallu qu'on soit challenger sur des sujets où on nous promettait de perdre dès le départ. Donc, les défis, ils ont été multiples. Défis commerciaux pour rentrer sur certains périmètres et permettre de jouer sur certains référencements, certains programmes qui étaient promis à des mastodontes. Des défis humains, puisqu'il a fallu apprendre et co-construire avec les premières qui nous ont fait confiance, la stratégie et les plans d'évolution de demain. Des enjeux, des obstacles financiers. Comme je le disais tout à l'heure, on est indépendant financièrement, ce qui implique une gestion du cash et de une trésorerie avec une exigence folle. On a la chance d'avoir du coup un CFO et une structure financière extrêmement solide qui nous a même permis de gagner certains prix d'optimisation ces dernières années. Donc oui, les enjeux ont été multiples. La conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est avant tout les hommes et les femmes qui ont joué le jeu, qui ont été dans cette aventure, qui ont mouillé le maillot. C'est sûr qu'on n'a pas trop compté les heures et les litres de sueur dépensés, mais le jeu en la chandelle, puisqu'effectivement, quand on voit 17 ans après les pas de géants qu'on a pu réaliser ces dernières années, c'est extrêmement gratifiant. Alors, on parle beaucoup des hommes, on parle beaucoup des femmes qui font la richesse de l'entreprise. On va se focaliser un petit peu sur les RH et puis sur une politique un peu particulière qui est l'entrepreneuriat. On sait que Amaris accorde une importance toute particulière à cette logique d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette culture est encouragée au sein de l'entreprise? Bien sûr. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est pousser chaque talent qui compose ce groupe à prendre des initiatives, à créer sa structure d'une certaine manière en bénéficiant des ressources du groupe. Donc, c'est un peu l'avantage de l'entrepreneuriat sans les inconvénients. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour tout à chacun? C'est en fait avoir carte blanche pour prendre des initiatives, proposer des choses. Cette force de proposition, cette force d'initiative, c'est quelque chose qu'on va essayer de cultiver à la fois en encourageant dès le premier entretien du processus de recrutement et tout au long de l'évolution et notamment du management opérationnel. Et c'est aussi donner des moyens. Donner des moyens, c'est-à-dire que ça nous arrive régulièrement de fournir un budget à une personne ou un groupe de personnes qui veut monter un projet en définissant des limites, un stop loss, ou en tout cas des critères qui nous permettent de dire ok, là on continue, là on s'arrête. C'est effectivement essayer de capitaliser sur toutes les initiatives qui ont déjà été prises pour éviter de réinventer la roue quelque part. Comme on peut se féliciter effectivement de tout ce qu'on a pu accomplir jusqu'ici, il y a encore beaucoup de choses où on doit grandir, se structurer, industrialiser, et pour ça on a la possibilité de effectivement chacun a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça se concrétise très vite sur des projets locaux, sur de l'animation, de la formation, de la communauté technique, sur des offres, donc du coup qui se transforment peut-être en offre commerciale, qu'on arrive derrière à transformer en marque. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Les histoires et les anecdotes sont nombreuses, et c'est ce qui, au jour le jour, est transmis de génération en génération. Et force est de constater que ça fonctionne pas trop mal. Quel type d'accompagnement et de formation est proposé aux collaborateurs pour prendre ces initiatives? C'est ça qui est assez atypique, parce que peut-être qu'on a une grosse tradition orale chez Amaris Consulting et chez Mantoux au global, des choses d'ailleurs qui peuvent nous faire défaut par moment. C'est plutôt un état d'esprit qu'on essaie de transmettre au quotidien avec quelque chose d'extrêmement simple. Tu rencontres un problème
Et ben, si tu devais te débrouiller tout seul, si tu veux imaginer une solution, vas-y, propose des choses. On attend effectivement de la fidélité et de l'engagement tout en sortant des sentiers battus. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'on a réussi à ouvrir certains périmètres, gagner quelques projets, transformer certains modèles de production pour faire le Amaris d'aujourd'hui. Vous y avez partiellement répondu, mais en fait, est-ce qu'il y a quand même un savoir-faire particulier pour que les salariés se sentent autorisés à prendre des risques, à se tromper, à ne pas avoir peur d'un éventuel échec, quitte à ce qu'il y ait des petites illustrations ou histoires qui permettraient de mieux percevoir des succès ou des échecs, ça aurait pu amener des choses positives. Alors, comment le structurer? Je peux partager, oui, quelques anecdotes. Je suis très opérationnel comme retour d'expérience, mais on a, et c'est la force du recrutement et c'est absolument incroyable. On a la chance de rencontrer, alors à Lyon, vous donnez un ordre d'idée, on rencontre entre 70 et 80 candidats par semaine. Évidemment, chaque échange, chaque entretien est très riche en enseignements sur notre marché, sur les pratiques, sur plein de choses. Et puis, il est pas rare que, entre un manager qui partage ce qu'il a rencontré, etc., on se rend compte qu'il y a des terrains de jeu qui se distinguent. Ou alors, ok, là, on se rend compte que chez tel client ou sur tel sujet, quand même, ça devient un peu redondant. Et ça m'est effectivement régulièrement arrivé d'expliquer à certains membres de mes équipes, ok, t'imagines que sur tel sujet, sur, je sais pas, le déploiement de CRM, sur telle industrie, il y a quelque chose à creuser. Vas-y. Rendez-vous dans 2 mois, je te laisse faire ton étude de marché, tu me cartographies les concurrents, les clients, les bonnes pratiques, les modèles de production, les technologies utilisées, et puis on se définit un plan de bataille. On donne rendez-vous dans 2 mois, et il y aura un plan de bataille. On verra si effectivement on donne suite ou pas. Et c'est beaucoup d'autonomie, du coup beaucoup d'entrepreneuriat d'une certaine manière pour aller chercher ces nouveaux périmètres. Et c'est ce qui a permis d'ouvrir des nouveaux clients, de définir des nouvelles pratiques, de créer des marques au sein du groupe et on continuera de le faire. Et si on va essayer de conclure cet entretien, mais avec peut-être un conseil ou des conseils que vous pourriez donner à de jeunes entrepreneurs en herbe ou à de nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient rejoindre les rangs d'Amaris. Un conseil que je donne à tous les jeunes étudiants qu'on rencontre régulièrement, c'est d'être curieux. Curieux, de poser des questions, de faire l'effort, d'aller au-devant d'industriels, de clients, de conférences technologiques, de concurrents. C'est extrêmement important d'échanger avec les concurrents pour comprendre ce qui se fait, les pratiques. On peut très vite rester derrière son ordinateur, un coup de LinkedIn, quelques études de marché. Bon, c'est pas suffisant. Et au final, le qui fait la force de notre métier, ce qui fait la différence, et on en revient à ce que j'expliquais plus tôt, l'intimité client, la proximité, les relations, c'est ce qui fait la différence. Et donc, cette curiosité, j'invite tout le monde à la nourrir pour repousser un peu les limites, sortir un peu des sentiers battus. Et puis, quand on a des convictions, se donner les moyens d'aller au bout. C'est sûr que ça demande du travail, de l'engagement. Ça demande aussi d'être dans un climat de confiance, et c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir et d'entretenir évidemment au maximum chez Amaris Consulting. Ça fait partie de nos valeurs. Et derrière, c'est donnant d'une certaine manière, parce que quand on va au bout des choses, quand on touche du doigt le succès, il y a un truc vertueux qui se met en route. Et je crois que c'est un peu la bonne conclusion pour illustrer le succès d'Amaris Consulting sur ces 17 dernières années. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir participé à notre podcast. C'est inspirant d'entendre parler de l'approche d'Amaris Consulting en matière de croissance et d'entrepreneuriat. Tous nos podcasts sont disponibles sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com. Un grand merci. Beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.